Bonjour, Émilie Fabi. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Il était une voix, le podcast qui éclaire. Je suis coach en développement personnel, professionnel et énergéticienne. Passionnée de spiritualité et véritable aventurière de la psyché humaine, je vous embarque avec moi pour vous partager mes expériences, mes connaissances, mes outils, mes réflexions, qui, je l'espère, vous aideront autant qu'ils m'ont aidé à trouver du sens dans un monde qui semble tourner à l'envers. Le tout avec une bonne dose de fun, de magie et de pragmatisme. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode un petit peu spécial et j'avais trop hâte de vous le présenter puisque je suis avec une nouvelle invitée qui s'appelle Emma Maury. Alors Emma, c'est une très jolie rencontre faite lors d'un cercle de femmes que j'avais organisé. Emma est chanteuse. Elle a énormément de talent, sa voix transporte dans les étoiles et elle m'a tout de suite conquise et elle est intéressée par le tarot de Marseille, sa maman tirait les cartes, voilà. Et donc on a une belle connexion sur ce sujet-là et j'ai tout de suite tilté en me disant « Mais Emma, il faut chanter les arcanes du tarot ». Donc ça va être l'objet de cet épisode, c'est déjà de vous présenter Emma, son parcours qui est hyper intéressant. Et puis ensuite, on va parler d'un des arcanes du tarot de Marseille. Et à la fin, il y aura une surprise, mais je vous ai déjà spoilé, Emma va chanter cet arcane. Je garde la surprise de l'arcane pour tout à l'heure. Donc, bonjour Emma. Bonjour. Merci d'être là. Je suis très contente que tu sois là. C'est une super belle rencontre. Comment vas-tu déjà ? Très bien, tu vois, voilà, cette matinée ensoleillée, je crois que nous ravive le cœur et ça fait plusieurs, journées. Donc ça nous porte un petit peu, je trouve que ça fait du bien. Des belles énergies avant l'arrivée de l'automne et de l'hiver, c'est bien, voilà. C'est ça. Les Exactement. saisons nous portent beaucoup plus qu'on ne le pense des fois et le soleil, ça aide, voilà, à passer les étapes du froid, du vent. Voilà, même en plein hiver, ça fait toujours du bien. Exactement. Et moi, clairement, j'en ai pas eu assez durant l'été. Ouais, je crois que là, tout le monde a eu son lot. Et en carence, voilà. Alors Emma, est-ce que tu peux te présenter ? Alors moi, je suis, qu'est-ce que je peux dire, enfance dans la Mayenne, avec des parents qui étaient parisiens, mais qui ont décidé déjà dans les années fin 60 de s'installer en Mayenne. Et après, voilà, moi, j'ai jamais regretté d'être en Mayenne. J'ai appris à connaître la petite ville de Mayenne, les petites rues, à marcher partout, à courir, à faire du vélo. Là, c'était un peu... et ça s'est beaucoup développé. Mais voilà, c'est bien. Et il y avait encore pas mal de petits paysans, même dans la ville, qu'on n'a plus du tout, qui ont été... on va dire qu'ils ont disparu, voilà, mais une enfance, voilà, comme ça. Bon, j'ai perdu mon père, moi, à 7 ans et demi. Ah oui. Et j'ai quitté la Mayenne, et maintenant, il y a un bout de temps, mais après, j'ai perdu ma mère à 22, ma grand-mère qui vivait avec nous, qui est partie 2 ans après aussi. Donc voilà, c'est un début de vie un peu chamboulé, on va dire, voilà, mais qui a forgé. Voilà, on va dire que j'ai appris de ce parcours-là. Les blessures, il faut les vivre. Les chagrins, il faut les pleurer. Mais il faut aussi savoir avancer. Car je pense que quand justement, on va en parler plus tard avec la carte, mais je pense que la vie, elle est faite pour être vécue et mieux vous la vivre bien. Et pour ça, il faut savoir justement penser les blessures. Se penser peut-être aussi à soi-même. Penser B-E-N-S et P-A-N. P-A-N, voilà. Et parce que ça permet justement une belle ouverture et toute blessure ou tout chemin, tout parcours qui soit douloureux, sombre, nous apprend. Il y a toujours une porte quelque part. Mais il faut savoir se dire oui, je peux. Il y a un moment donné, je vais me sortir de ça. Donc il faut essayer, malgré que des fois on courbe un peu les chines, il faut savoir se relever. Donc voilà, ces étapes-là m'ont forgé, je pense, un caractère. Et après, j'ai toujours eu un tempérament, et parce que ça aussi, on apprend
aussi, j'ai un tempérament quand même joyeux, Mmh. très actif. Donc ça, c'est pas donné à tout le monde non plus. Il y a beaucoup de gens, ils sont mélancoliques ou plus tristes. Ils n'arrivent pas, ils se lèvent le matin, c'est plus compliqué. Moi, j'adore me lever. Donc, j'adore voilà, embrasser la journée. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? J'adore me lever. Parce que le repos est nécessaire. Mais enfin, voilà, je trouve que c'est bien aussi de passer l'étape, de se dire, bah oui, ça y est, je suis reposée, ça suffit. Il y a des choses à faire aujourd'hui. Et même si c'est une journée où il faut aller batailler, et il faut dire, bon, bah allez, hop, on est prêt. Il y a des jours où on met une armure et il y a des jours où on peut y aller à la cool, quoi. Hein, les pieds nus dans l'herbe. Et voilà, c'est la manière de... Moi, c'est ma manière de voir. Et j'ai cette chance-là d'avoir un tempérament comme ça. Parce que je me suis toujours interrogée. Tu vois, des gens qui ont du mal, des fois, des marins de matin, qui ont des vies, voilà, ils se plaignent et tout ça, mais tu comprends très vite aussi que c'est pas parce que tu vas leur dire mais si, lève-toi, vas-y, et vas-y, embrasse la vie, regarde, elle est là face à toi. Dire oui, d'accord, mais pour moi, c'est pas si facile que ça. Exactement. Et là, je ne saurais pas qu'est-ce qui détermine chez l'individu cette joie première, en fait, qui est là de manière évidente. Et à part, oui, à part les problèmes hormonaux, des problèmes de problèmes de thyroïde, de problèmes de plein de choses qui fait que il y a des déséquilibres dans la tête, on est vachement géré par des hormones. Hein. On le sait bien dans nos parcours de femmes, n'est-ce pas? Exactement. Hein, donc voilà, hein, l'adolescence, la femme qui donne naissance, la femme qui passe par la ménopause, toutes ces phases-là fait que on comprend à quel point les hormones peuvent en fait être un petit peu une sorte de fil à la patte. Mais après, il y a des hommes aussi qui ont les hommes, des natures différentes. Les hommes à l'adolescence, ils subissent des transformations délirantes. C'est ça. Après, il y a l'âge mûr, voilà, on est plein de monde et on est super content. Bon, bah eux, ils accouchent pas. Donc, il n'y a pas toute heureusement, quand on voit quand ils gèrent un rhume. Ah, c'est pour la blague, hein. Pardon, les hommes qui nous écoutent. Et puis après, il y a la vieillesse. Hein, donc, voilà. Tout ça sont les cycles et il faut les accepter. Parce que plus on regarde derrière et plus on se fait du mal. C'est important ce que tu dis, je trouve, Emma, parce que c'est vrai que l'idée, c'est pas de se transformer en espèce de petit tyran du bien-être ou du bonheur. Exactement, et comme tu le précises, je pense que ça peut aussi déculpabiliser certaines personnes qui ont des natures, effectivement. Il y a même des natures dépressives et voilà. Et comme tu le dis, on ne sait pas exactement ce qui détermine, mais on voit même à la naissance d'un enfant. Moi, j'ai 2 petites filles. Les 2 sont très différentes et on l'a senti dès le départ, dès les premiers jours. En fait, il y a quelque chose qui se démarque. Et moi, ça, je le vois aussi quand je fais les séances design humain. Il y a des natures, en fait, différentes. Après, c'est en fonction de la nature, soit on peut améliorer les choses, soit on peut les empirer, soit... Enfin, voilà, donc je pars quand même du principe qu'on peut tout transformer. Alors, c'est vrai qu'il y a des blessures, enfin des accidents de vie qui sont horribles. Je pense notamment à la perte d'un enfant ou... Voilà, je me dis, mais comment tu surmontes ça? Je ne l'ai pas vécu et je prie tous les jours pour ne pas avoir à le vivre. Mais il y a quand même on a tous des parcours de vie plus ou moins compliqués. Toi notamment, moi aussi. Alors moins sur l'aspect, voilà, j'ai pas eu de mort autour de moi, pas beaucoup en tout cas. C'est pas ce schéma-là. Mais j'aurais pu vraiment m'enliser dans quelque chose d'hyper sombre et pas du tout être joyeuse et pas. Voilà, mais voilà, je pense que moi, le côté, j'ai peut-être pas autant la joie de vivre. Enfin, je peux avoir des phases assez mélancoliques et tout ça. Je suis joyeuse, mais pas tout le temps. Mais je pense que ce qui me caractérise, c'est que clairement, j'ai toujours eu ce tempérament de battante. Tu vois, comme toi, tu as cette joie et cette résilience aussi, et une résilience quand même assez costaud, mais que tout le monde n'a pas, en fait. Non, ouais. Donc, ça sert à rien de se flageller aussi, et c'est de faire avec ce qu'on a. Et oui, à certaines épreuves, il y a des personnes, de louper leur permis, ça va les mettre plus bactère, alors que d'autres, voilà, ils vont perdre toute leur famille en 2 ans. Donc, voilà, et il n'y a pas de jugement, je trouve, à porter. Non, donc,
Ok. Et donc voilà, après mon adolescence, moi j'étais très dans le sport et la nature. Je cultivais, j'adorais ça. Donc moi, il fallait être dehors, je le savais. Et puis à 14 ans, c'est posé la possibilité, parce que ma mère, elle voyait bien que j'adorais chanter. Quand j'étais gamine, j'arrêtais pas de prendre les raquettes pour faire semblant de jouer la guitare. J'arrêtais pas de lui dire j'aimerais bien faire de la guitare. Et à Mayenne, il s'est ouvert l'école de musique. Et pour moi, ça a été voilà, déterminant. Je chantais déjà des airs lyriques. Et chez moi, parce que ma mère, elle avait toutes sortes de vinyles. Donc, on écoutait plein de choses et j'adorais l'opéra. Je passais les cassettes, là, c'était avec les petits... le Walkman, là, et voilà, une sorte de... Le Walkman, ouais, alors, c'est s'il y ça. a des jeunes... Walkman. Wouhou. Oui, c'était voilà. la période de la radiocassette Ouais, voilà. que j'ai connue aussi. Et j'écoutais en fait beaucoup d'œuvres classiques. Et puis après, j'avais les vinyles qu'on passait beaucoup encore. Prenait le temps de passer ça, de les arrêter, de recommencer. Et donc, il y avait un air que j'adorais, que je chantais comme ça par-dessus. Ça s'appelait Una furtiva lagrima. Et de Donizetti. Je sais pas. Ok. Alors, j'ai fait beaucoup d'italien via l'opéra. Et, en phonétique, quoi. En phonétique. L'allemand, je l'ai appris, donc il y avait les œuvres allemandes que je faisais. Et puis, voilà. Et donc, sinon, donc j'ai appris la guitare et j'ai pu prendre des cours de chant avec des professeurs issus des conservatoires de Paris ou de Rennes. Et donc, tout de suite, ils m'ont dit: ah là là, vous avez une super belle voix. J'avais un soprano coloratour. Coloratour, je ne l'ai peu. La voix coloratour, c'est vraiment monter dans les suraigus. D'accord. Cette capacité de faire le petit oiseau. C'est marrant, alors, parce que tu as quand même une voix assez rauque quand tu parles. Oui. Et ça, c'est la voix rauque, elle vient de mon asthme. Ok. Et les traitements que j'ai faits, à force d'avoir des traitements qui sont à base de poudre de corticoïdes. D'accord. Et ça, je prends ça depuis toute petite. Alors la poudre, non. Ou les sprays, hein, c'est pareil. Hein, tout ça, c'est... Mais donc, ça donne un vrai charme à ta voix, au final. Mais c'est Tina Turner. Aujourd'hui, dans l'épisode de Tina Turner. On accueille Tina Turner. Tina Turner, elle est décédée en plus, je crois. Oui, récemment, elle n'est pas si longtemps que ça. Oui, c'est ça, exact. Et voilà, ça c'est... Et puis voilà, du coup, il y a une déformation des cordes vocales. Donc, de toute façon, moi, le lyrique, j'en fais très peu maintenant. Et évidemment, je ne joue pas dans un soprano léger, quoi. Je vais dans un mezzo-soprano, quoi. Donc, j'ai développé des graves, tant pis, c'est comme ça, c'est pareil, il faut l'accepter. Hein. Je ne vais pas aller me faire opérer, charcuter les cordes vocales. J'ai pas le temps de rester une année au repos chez moi. Non, et puis ta voix est magique. Donc voilà, je comme elle est, hein. déjà. Et puis, donc voilà, j'ai pris ces cours de musique et très vite, à 15 ans, je savais que je voulais être chanteuse. Génial. Mais alors, bien sûr, il y a plein de gamins qui disent: oh, moi je veux faire de la musique, je veux être chanteuse. Mais je sais pas, je me sentais vraiment habitée par ça parce que j'avais une émotion à l'intérieur de mon corps qui me plaisait quand je chantais. Et visiblement, les gens la recevaient. Exactement. Alors, je peux témoigner, pour le coup, je t'ai entendu chanter 2 fois. Mais et la deuxième fois, c'était aujourd'hui d'ailleurs. Mais c'est juste incroyable. Enfin, moi, ça me met les poils à chaque fois. Quand tu dis je suis habitée, c'est vraiment ça. Et ça se ressent. Ouais. Je trouve qu'il y a quelque chose qui emporte, il y a quelque chose qui vient parler à quelque chose à l'intérieur, en fait. C'est pas juste en surface. Ouais, et tu vois, j'avais rencontré une médecin homéopathe, elle m'a dit: heureusement, vous avez le chant. Parce qu'elle voyait bien qu'il y avait beaucoup de choses qui passent par le chant, en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter non plus, même à celui qui n'est pas très bon chanteur, à faire sortir la voix. Moi, il y a beaucoup de gens qui viennent prendre des cours avec moi. Oui, ce que j'allais dire, tu donnes des cours. Et il faut justement, et plus il chante, plus il s'ouvre. C'est un cadeau, la voix. Moi, j'ai dit, n'importe quelle voix, si on l'offre et si on la donne vraiment, évidemment, il faut savoir un petit peu la maîtriser, mais ça prend assez rapidement. Le chant, ça reste naturel. Faire des grandes
des grandes envolées vocales ou faire des prestiges vocaux. C'est pas ça. Chanter, c'est pas forcément ça. C'est savoir poser sa voix, connaître sa voix, pour pouvoir savoir ce que je peux donner. C'est ça. Hein, c'est celui qui a une amplitude et un coffre énorme, voilà, c'est très bien. S'il connaît toute son amplitude et qu'il sait bien l'offrir, ça va être joli. Celui qui sait qu'il a une grosse amplitude et il fait une démonstration, on ressent pas grand-chose. On se dit oui, bah, c'est bien, performant. C'est ça. Mais voilà, qu'est-ce qu'on ressent? Moi, j'aime bien la vibration, j'aime bien ressentir ça et se recentrer pour pouvoir se dire oui, vas-y, on l'offre. De toute façon, si on le fait en demi-mesure, si tu le fais à reculons, obligatoirement, tu ne peux pas exprimer les choses et tu ne peux pas aller chercher ces vibrations-là. C'est intéressant aussi de se dire, on sort de la compétition, de je fais bien, mais c'est Voilà. plus je fais vraiment. Oui, c'est ça, je fais vraiment. Et ce que j'essaye toujours dans mes cours, dire votre voix, c'est un cadeau, donc offrez-la. Et quand vous offrez un cadeau, on ne fait pas semblant, on ne s'excuse pas de l'offrir. Donc, il ne faut pas s'excuser d'être soi. Et quand on rentre dans une pièce, c'est pas pour dire excusez-moi, bonjour, je dérange pas. Ben, peut-être, mais tant pis. On dit bonjour, bon, j'ai besoin de ça. Enfin, voilà, je crois que c'est important de s'ouvrir à ça déjà. Poser sa voix, c'est être pas en demi-mesure. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que tu as été encouragée aussi par ta maman, du coup. Oui, parce que c'est vrai que c'est un parcours qui peut effrayer des parents qui seraient voilà, dans un schéma assez classique de il faut faire des grandes études pour gagner sa puis vie. je pense que mes parents, ils sortaient de ce schéma-là, en fait. Déjà, ils n'étaient pas mariés, ils avaient 20 ans de différence, ils étaient sortis de milieux différents. Mon père, bon, c'était une famille bourgeoise. La grand-mère, ma grand-mère qui vivait chez nous, et elle qui avait été couturière chez les Lefebvre-Utile. Donc ils y habitaient dans le 16e, ma mère et ma grand-mère. Mais avant, ils ont vécu la guerre, ils sont sortis de la campagne de la Nièvre, de cette zone-là. Enfin, tu vois, et ils ont connu, via la grand-mère, finalement, grâce à la couture, au savoir-faire qu'elle avait de pouvoir dessiner un patron, faire des vêtements, faire les grands rideaux, les grandes robes de soirée pour ces gens-là. Enfin, tu vois, ils ont eu... c'est pour ça qu'après, ils ont pu s'ouvrir à toute cette culture et l'ont amené à la maison. Ça, c'est une richesse. Voilà. Et, mais avec des personnages très contrastés. Hein. Ma mère, c'est pareil, hein, c'est pas tout blanc, génial. Voilà. Et elle avait ses démons, voilà. C'est dû à son passé, plein de choses. Et voilà. Mais chacun a apporté des choses. Et ça, moi, je pense que ce qui a été apporté, mon père, il était né en 1919. Donc, 1919, tu as une culture, t'apportes une culture différente. Hein, donc, et le peu qu'il a été là, ça a apporté quelque chose. Bien sûr. Et voilà. Tu m'as raconté un petit peu ton parcours. Enfin, c'était une vie d'aventure. Ah oui, moi, à 22 ans, parce que j'ai fait un petit peu d'agriculture bio. J'étais avec un copain. J'ai fait de la culture. J'étais à Fontaine-Daniel, chez les Bordants. Donc, j'ai fait les marchés. J'ai adoré l'odeur des levées de bonheur, là, au petit matin, bing, bing. Au taquet. Trop bien. Je me lève. Il y a le soleil qui se lève. Pas tout de suite en hiver, mais... Les légumes qu'on mettait qu'on chargeait dans la voiture la veille et tu rentrais dedans, c'était magnifique. Enfin, ça, ces odeurs-là et au petit matin, même le froid, là, quand il pinçait avec le bonnet, les écharpes et on sortait tout ça. Et... Je trouve ça génial parce que même le froid où plein de gens se plaindraient en se disant « Oh là là, faire le marché, il faut se lever tôt et puis il fait froid. » Toi, c'est « Ah mais c'était trop bien, on se levait tôt, l'odeur des légumes, on s'emmitoufle et tout. » Enfin voilà, ça... Après le petit café dans le bistrot du coin, enfin, tu vois, les ambiances comme ça, les gens qui viennent chercher... T'apprends à connaître les gens, enfin tu vois, je trouve ça génial. Bref, j'ai fait ça, j'ai fait aussi BAFA, BAFD, et puis après j'ai très vite compris que finir le BAFD, donc j'ai été directrice d'un centre, je me suis dit ouais, j'ai pas envie, enfin tu vois, c'est trop de paperasse, voilà. Et donc j'ai vite compris, et puis après j'ai dit allez,
Donc la musique était quand même là en toile de fond tout le temps dans ta vie. Ben oui, parce qu'après oui, après le bac, j'ai fait une année à Paris en opéra, à l'école normale supérieure, parce que j'avais fait un stage et la dame m'avait dit, il faut que tu reviennes quand tu as ton bac, tu as 18 ans. Et je suis revenue, enfin voilà, mais j'avais 19 ans parce que mon année de terminale, en fait non, c'est pas comme ça que c'est passé. Ma seconde, je l'ai loupée. Première seconde, mais ma mère était très malade, elle avait failli déjà mourir là. Donc ça avait créé de l'agitation chez moi que je n'ai pas du tout perçue comme ça. D'accord. J'étais en phase de hystéro, là, tu vois, à l'école, Ok. à rigoler, enfin, tu vois, être bête, quoi. Enfin bref. Donc une année loupée, toc. Puis, de toute façon, ça me plaisait déjà pas l'école, donc c'était assez dur. Donc voilà. Et donc je suis arrivée en terminale, j'ai voulu aller justement dans le privé parce que je voyais bien que dans le public, là où j'étais, j'y arriverais pas, il y avait trop de profs d'absents, je séchais, j'avais pris des habitudes là-dedans. J'ai dit, hop, le privé, je vais en privé pour ma dernière année, et j'ai un accident de voiture avec ma sœur, qui nous a valu 2 mois et demi de sto en fin d'année. Donc, on a réussi à avoir le 24, le retour à la maison, on a un petit peu précipité, mais bon. Et voilà, et on a failli perdre la vie toutes les deux, mais donc voilà, ça a été une expérience aussi, ça on va dire. Ouais. Et de pouvoir se rééduquer pour à remarcher, se remuscler, enfin voilà. Ma sœur, elle, c'était tout ce qui était organique, et moi, c'était tout cassé de partout, et le diaphragme aussi Incroyable. qui a complètement sauté avec l'estomac, quoi. Donc là, il y a, bon, voilà, c'est réparé, hein, mais voilà, ça laisse des petits séquelles, on va dire. Donc la voiture, voilà, on fait toujours attention. Hein. Ouais, c'est ça. Et donc là, bon, cette année-là, j'ai pas eu le bac. J'ai été au rattrapage, mais je l'ai pas eu. J'ai dit, tant pis. De toute façon, là, je vais à Paris. J'avais trop envie d'aller à Paris. Et j'ai Mais t'es partie avec ton baluchon à Paris. Ah bah oui. Vraiment. Parce qu'en fait, j'allais chez des gens que ma mère, elle avait fini par connaître, machin, et discuter. Ils disaient, bah oui, on a une chambre. C'était à Argenteuil en plus. Argenteuil, tu vois, moi j'ai déboulé à Paris, j'ai pris des trains, j'avais jamais pris. Comme l'Arcane du Mât, en fait. Ça me fait vraiment penser à ça quand tu me racontes ça. Et t'as jamais pris le métro de ta vie, enfin tu vois, tu te débrouilles de tout ça, quoi. Et il a fallu que j'atterrisse à Argenteuil. Argenteuil, chez des gens que je connaissais pas, ni de Ève, ni d'Adam. J'étais logée dans la chambre de la fille, et ils avaient un garçon aussi. Et je suis restée quelques mois là, et puis parce que j'ai travaillé dans un restaurant pour aider un peu dans le 16e, mais ça faisait vachement loin. Donc, et faire les études d'opéra à côté, enfin bref. Et après, j'ai atterri chez une fille d'une dame qui allait chez ma mère, c'était Bobigny, c'était pas mieux non plus. Ouais. Là, c'était les grands immeubles, 16e étage, et des fois c'était en panne en plus, tu vois. Donc, pareil, avec quelqu'un que je connaissais pas, mais ça, c'est que des rencontres, voilà, c'était sympa, c'était bien. Et j'adorais aussi flâner à Paris. Et puis, je me suis fait une très, très bonne copine qui continue de chanter aussi aujourd'hui. Et là, j'ai atterri après, parce que via ma prof de chant, son mari avait sa fille, qui cherchait une secrétaire médicale. Oh, dis donc, tiens. Secrétaire médicale, bon, t'es sûr? Et là, j'étais secrétaire médicale, et là, il y avait un petit appartement, c'était juste à côté du 14e, Châtillon-Rouge, et un petit appartement qu'il louait, au 6e étage, sans ascenseur, bien sûr. Oui, sinon c'est pas drôle. Voilà, avec un lavabo, pas de douche. Voilà. Ok. Mais j'ai préféré ça, voilà, parce qu'au moins j'avais... ton indépendance. Oui, voilà, bon. Et je me baladais pas mal dans les parcs et tout ça. Je rentrais en stop parce que le train était de plus en plus cher. Enfin bref. Et j'ai fait le secrétariat médical. Et ils voulaient même m'embaucher. J'ai dit là, non. Pas exagéré. Non, parce que franchement, moi je prenais ça à la rigolade. Je le faisais bien. Parce qu'ils voulaient m'embaucher. Hein. Il y avait quand même plusieurs médecins. Mais moi, moi j'avais pas du tout envie de m'encrouter là dans la vie comme ça. Et donc je suis rentrée. Là, j'ai décidé de repasser mon bac. C'était au mois d'octobre. Au mois d'octobre, j'ai dit, je retourne dans le lycée où j'étais, je vais voir si je peux repasser mon bac.
parce que j'arrivais pas à travailler à la maison comme ça par correspondance. J'ai vite vu que ça ne m'irait pas. Donc voilà. Et j'ai passé le bac, donc je l'ai eu cette fois-ci, parce que je me dis, je n'ai pas fait toutes ces études au collège, lycée, et ça m'a fait du bien cette pause d'une année, où j'ai fait plein d'autres choses. Bref, ça a été une autre expérience. J'ai vraiment marché dans tout Paris, quoi. Et même rentré en pleine nuit à 4 h du matin, après un petit concert de jazz au caveau de la Huchette, tu vois, rentrer jusque dans Châtillon-Montrouge à pied. Bon, on a fait 3 heures de route, pied à pied, 3 heures à marcher, quoi. Et bref, c'est pas... Je trouve ça génial, voilà. Cette vie complètement différente. Et là, je me suis décidée à me lancer dans la musique après une année de fac, où la musicologie, j'ai vu que ça me plaisait pas du tout, cette manière d'enseigner. Et voilà. Et après, puisque je chantais dans des petits cafés, j'ai fait des rencontres, et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a mis sur la voie de l'intermittence du spectacle. Et puis, c'était un comique, et il m'a dit, viens, tu vas venir avec moi, je vais t'aider à avoir ton intermittence. Et à l'époque, on avait des vignettes, donc lui, il faisait en sorte que celui avec qui il bossait, il payait la vignette. Et puis moi, je chantais, et lui, il faisait son truc comique, je rechantais. Et il dit, ouais, ça va bien, ça va faire vachement bien. Et comme ça, on a tourné un bout de temps, mais de moins en moins, parce que moi, je m'étais vite dit, il faut quand même que je conquière mon public. Ouais. Donc là, une année après, avec lui, j'ai commencé au printemps à partir avec ma voiture pour aller rechercher des endroits pour chanter. Donc je me suis présentée avec ma petite cassette et caca. Je suis chanteuse. Ah bon, bah oui. D'accord. Tu vois, mais tu arrives dans des endroits et en fait j'avais envie de la mer. Donc j'ai fait la Vendée, Noirmoutier. Et en fait, ça a été génial. Ça a été le début d'une série une bonne dizaine d'années que sur la côte, même 15 ans comme ça. La côte. Et après, je suis remontée jusqu'au Guilvinec, en Bretagne. Je suis allée même dans la Manche, Calvados. Je suis allée du côté de Bourges. Je suis allée à Paris. Les rencontres que je faisais l'été, c'est des gens qui venaient de partout. J'ai été chanter en Suisse, en Italie, en Allemagne. Tout ça, vraie vie de saltimbanque. Et voilà. Et avant de me lancer dans cette vie-là, donc voilà, j'ai commencé à démarcher comme ça. Et là, j'ai dit, bon, il me faut un véhicule où je peux dormir dedans, mettre mon matos. Donc je suis partie à la recherche avec un petit budget d'un camion. Et j'ai commencé avec un ancien camion de France Télécom. Tu vois, mais qui était lourd, avec tu sais, les vitesses, pas d'une direction assistée. Tu vois, enfin voilà. Et j'ai gardé plusieurs années, comme j'avais un copain qui maîtrisait bien la mécanique, il me dit t'inquiète, on va trouver les pièces d'occasion et tout, et voilà. Donc j'ai commencé comme ça, et puis après j'en ai acheté un autre un peu mieux. Petit à petit, voilà, et ma vie a commencé comme ça. Voilà. Ok. Et ce qui est génial, c'est que dans toutes les expériences que tu vis, enfin voilà, tu dis t'as perdu quand même des gens que t'aimais assez tôt, de façon brutale et compagnie. Et pour autant, mais j'ai adoré ça. Il y a une force de vie en fait chez toi qui est assez dingue, et même quand on te voit, enfin ça se dégage de toi. Effectivement, enfin c'est ça qui est magique. Et toujours assez en solitaire en fait, tu vois. Oui, c'est ça. Si, il y a plein de fois j'ai souffert d'être seule, mais pas souffert. Comment expliquer ça? Je me dis, c'est dommage de ne pas le partager avec quelqu'un. J'aurais aimé, tu vois. Mais je le faisais parce que j'avais pas le choix. J'allais pas emmener Pierre-Paul Jacques pour Pierre-Paul Jacques, quoi, tu vois. Bien sûr. Donc, et puis j'ai eu la chance des fois d'avoir ma copine d'enfance avec qui là, on fait toujours on bourlingue et on passe des super moments à rigoler. On a fait des routes pas possibles toutes les deux. En Suisse, elle m'avait accompagnée, enfin tu vois. Et elle fait que de parler, moi aussi, puis on rigole, enfin tu vois. Et il faut dire, oh t'as des crevés là, faut vraiment arrêter. et on a fait plein de belles petites soirées comme ça, on s'est amusé. J'ai eu, oui, quand t'as un métier comme ça, t'as quand même des amis qui disent, ah ouais, ça a l'air sympa ton truc, on vient te rejoindre, voilà. Et donc ça
c'est une grande richesse quand même, tu vois. Mais c'est un bel exemple aussi que tu portes parce que c'est pas un chemin qui a dû être facile toujours. Enfin, comme tu dis, en fait, tu t'es adapté à ta nature Mm. et t'as tracé ta route. En fait, tu aurais pu très bien voilà, rester secrétaire médicale, un truc que tu Oui, sentais oui, qui allait beaucoup pas plus, t'aller, ouais, qui mais pourrait être peut-être plus sécurisant, ouais. sécurisant, voilà, plus stable et compagnie. Mais ça, je trouve que c'est un beau message parce qu'aujourd'hui, t'as envie, enfin, j'ai l'impression, adapter ta vie autour de cette passion-là et tes besoins et tout ça, autour de tout ça et Mm. ton envie et ta passion, quoi. Ben oui, parce que là, en fait, mon envie, c'était pas forcément d'avoir une position sociale ni de faire de l'argent. C'est ça. J'en ai fait et j'ai manqué de rien. Et, mais évidemment, j'ai pas rêvé de m'acheter une super maison et puis d'avoir une super voiture. C'était pas du tout dans mes projets de vie. Et ça m'a offert beaucoup plus de liberté, du coup, tu vois. Bien sûr. Et je suis pas peureuse. Mm. Donc, tu vois, quand j'ai eu ce camion-là, j'ai fait ma première saison d'été. En hiver, je savais que j'avais rien. J'ai dit, j'ai un truc qui me fait trop envie. C'est d'aller dormir à Chamonix. Je suis partie. J'ai passé plusieurs jours à Chamonix. Et dormi dans mon camion, il caillait la mort. Tu m'étonnes. J'avais emmené tous les sacs de couchage. Et, mais il y avait, pareil, je me suis levée, il y avait des super beaux soleils. J'étais à Chamonix. Elle était contente, la fille. Et je suis allée rejoindre après des amis qui habitaient en Jura que j'avais pas vu depuis peut-être au moins une bonne année. Et donc là, en plus, comme je connaissais pas assez la montagne, j'ai vu qu'en coupant comme ça, c'était pas si loin que ça. Sauf que c'était par l'école. Bah oui. Et ben c'était très long. Ah bah oui. C'était vachement long. Donc ça a été... mais bon, voilà, c'est génial, quoi, tout ça. Et aujourd'hui, je continue. Si je veux partir, je peux partir. Et en plus, là, j'ai des amis un peu partout, donc c'est génial. Bah oui. Tu peux aller dire, des points de chute. 4 jours là. Et alors, parlons du tarot de Marseille. Oui. Parce que c'est ce qui nous a en partie connectés. Enfin, au-delà du fait que tu étais présente au cercle de femmes et que la rencontre se soit faite de façon très fluide entre nous deux. Mais du coup, tu as un petit historique, ou en tout cas ta maman tirait les cartes, c'est ça? Voilà. Donc moi, j'ai toujours vu ma mère tirer les cartes, faire les taches d'encre aussi. Ouais. Et donc avoir des gens qui venaient à la maison. Et elle m'a appris aussi ma grand-mère aussi, parce qu'elle le faisait, donc elle m'apprenait. Et on apprenait aussi à tirer sur les 32 cartes. Oui, ça tu m'as raconté. Alors, les 32 cartes de jeu où tu jouais à la bataille, quoi. Ouais. Voilà. Et moi, je le fais régulièrement. Voilà. Et, parce que je les voyais, elles faisaient ça, allez, une fois par semaine, voire 2. Ok. Et franchement, enfin, moi, j'ai une sensibilité à ça. Et le tarot, j'en ai racheté d'autres aussi pour avoir, justement, dire, bah, celui-là, c'est le mien. Et j'ai plein de jeux de cartes à la maison. Il y a la mallette de ma mère avec tous ces jeux qui sont différents. Et c'est tellement intuitif. Et moi, je trouve ça génial parce qu'il y a quand même plein de choses qui passent. C'est ça. Et on ne comprend pas trop pourquoi. C'est toujours ce que j'explique quand voilà, je fais des guidances ou quoi, ou quel que soit finalement l'outil, les soins énergétiques, tout ça, j'ai toujours aux gens, mais lâchez le comment. Parce que, mais oui, mais comment? Comment ça marche? Je ne sais pas. Voilà, je pense que personne ne pourra expliquer, mais il y a une espèce de... Et ce qui est génial à chaque fois, c'est que quel que soit l'outil, qu'on prenne de la numérologie, du design humain, le tarot, le néagramme, ou je sais pas à quoi encore d'autres, tout se recoupe en fait. Et c'est ça qui est magique, c'est que cette espèce de point de convergence qui donne une espèce de cohérence quand même à tout ça, à des trucs qui paraissent complètement incohérents à la base. Ouais, c'est ça. Et tout se lie en fait. Mais je crois que notre culture et nos religions nous ont beaucoup éloignés de ça, puisqu'on y a vu souvent l'office du diable et nos cultures très pragmatiques et des cartes très centrées sur la mathématique, la logique, le cartésien, tout ce côté-là matérialiste nous en fait nous enferme. Et c'est pour ça qu'on a du mal à se dire, bah,
à enlever ce pourquoi. Mais plus on lâche prise par rapport à ça, bon, quand tu as des parents un peu barrés, tu lâches prise directement, tu dis bon, Finalement, d'accord. c'est un avantage, je trouve. Enfin, Ouais, bon, ça d'accord. Et puis quand tu es actrice de phénomène, enfin, tu deviens toi-même et tu as des choses comme ça qui circulent dans ta tête, que moi j'ai déjà entendu, des messages, tu vois. Le jour où on a bien eu sûr. l'accident de voiture, Mm. j'ai insisté au moins 10 fois auprès de ma sœur, dire laisse-moi prendre la voiture. Mm. Laisse-moi prendre la voiture. C'est moi qui conduis. C'est moi. Non, on va à l'arrière. Mais laisse-moi conduire. Et puis, comme ma soeur est hyper têtue, tu vois, pour ça, elle s'en est beaucoup voulu. Ouais. Et tu vois, je sentais qu'il y avait un truc. Et quand on était à table, parce qu'on était chez des amis, et j'ai ressenti comme une sorte de grand bouillon tout d'un coup, où tu sais, les gens, ils sont pas là. Ils sont là, mais ils sont pas là. Tu sais, t'es là, mais t'es plus là. Et t'entends, il va se passer quelque chose. Parce que tout d'un coup, tu l'entendais à l'intérieur, quoi. Voilà. Ouais. Et bon, mais en fait, tu te dis, bah oui, mais quoi t'es un peu prisonnière du truc parce que là, t'es comme ça, tu observes. Et en fait, tu sais, tu deviens vraiment comme si. Tu sais, ça fait comme si les voix se troublent, t'entends, mais c'est beaucoup plus loin. C'est une sorte de flou qui s'installe comme ça. Et j'ai eu souvent des intuitions comme ça. Et derrière, il s'est toujours passé quelque chose. Et en fait, je me dis, il faut être à l'écoute de ça. Il ne faut pas en avoir peur. On perd du temps à avoir la peur qui s'installe. On perd beaucoup de temps. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, mais c'est ce qui nous a sauvés pendant quand on n'avait pas tout l'esprit cartésien et rationnel. Ce qui nous maintenait en vie, c'était quand même notre instinct. Il y a un lion qui arrive ou il y a une bestiole pour manger. Enfin voilà, c'est ça qui nous portait, c'est l'intuition, l'instinct. C'est pas les fichiers Excel et les colonnes plus et les colonnes noires. On a ces filtres-là et il faut les accepter. On peut avoir je sais pas, ça peut être des guides, hein, je sais pas. Pareil, on parle de guide. Oui, après on y met ce qu'on veut. Ce mot-là, peut-être il enferme pour certaines personnes. Exactement. Quand toi, tu parles de Dieu, ça enferme parce que le Dieu fait référence à des religions. Oui, si tu peux parler de créateur, exactement. L'univers, la création, les énergies. Voilà. C'est de la sémantique au bout d'un moment, et puis c'est pas grave. Voilà, l'idée c'est juste d'avoir quelque chose où on se dit, bah tiens, il y a quand même au moins rester à l'écoute, quoi. Mais c'est pas toujours évident, hein, comme tu vois, ta sœur t'a pas écouté, et finalement, bon. Bah ouais, voilà. Elle m'a dit, voilà, je devrais t'écouter. Elle a dit, franchement, je t'écouterai maintenant. Et je le savais, quoi, je le sentais qu'il y avait un truc de toute façon. Voilà. C'était tout pourri. Ah bah là, ouais, purée. Ouais, c'était vraiment tout pourri. Et je le sentais, quoi. Et déjà, à l'aller, quand on a fait la route, j'étais pas tellement... je me sentais pas au top, quoi. Et tu vois, c'est drôle parce que... alors, l'expérience n'est pas du tout drôle, mais... quand on s'intéresse justement au transgénérationnel ou n'importe quoi, enfin bref... Et il y a un côté où on se dit un peu déterministe, on se dit bah oui, mais l'âme, elle a fait le choix avant son incarnation, de vivre ça, donc on pourrait se dire, tiens, c'était une expérience que tu devais vivre, voilà, mais finalement, peut-être pas, vu que tu as quand même eu oui, c'est ça, le message avant de, soit prends le volant, soit prends pas la bagnole. Donc au final, c'était peut-être pas une expérience nécessaire pour toi. Elle t'a forgé d'une certaine façon, mais elle n'était peut-être pas nécessaire. Donc, il y a aussi ce côté, faut pas être fataliste non plus et se dire, bon, ben, je dois vivre ce que j'ai à vivre, oui, mais il y a aussi, si on s'écoute, des moyens de contourner des expériences un peu pourries. Je pense que ma mère, elle avait la grosse intuition. Hein. Et de toute façon, elle était dans tous ces états-là pendant plusieurs jours. Elle voulait pas que je sorte. Ah ouais, avant elle était très pénible. Et puis du coup, à la force de faire pression comme ça, t'as envie de sortir quand même, tu vois. Ouais. Et j'avais pas l'âge pour aller m'enfermer, quoi, tu vois. Bien sûr. Et elle était vachement dans le stress. Et franchement, j'ai pas repensé à lui dire, mais maman, t'as dû avoir l'intuition de ça, quoi, toi. Elle avait en fait, elle devait sortir des cartes toutes pourries. Et elle savait que c'était nous. Ouais. Et ma mère, elle faisait aussi des rêves. Donc, elle ressentait beaucoup de choses, tu vois. Ouais. Et elle ressentait beaucoup de choses, sauf que ça se tournait en anxiété et en angoisse.
Et elle n'était pas capable de dire, écoutez les filles, il faudrait faire attention, ou prenez plus soin de vous. Non, elle était dans, tu sais, cette Oui, forme-là d'angoisse ça se terrible. retournait Ouais, contre elle, quoi, bah finalement. carrément, ouais, parce qu'en fait c'est complètement... T'as pas de maîtrise dessus, quoi. Ouais, ouais. Et c'est assez... Et il y a des fois, malheureusement, t'as beau avoir l'intuition d'un truc, tu l'évites pas le bordel, quoi. Ouais, c'est ça, c'est comme tu dis, c'est l'évite pas le bordel. Et puis il y a le côté, bah ouais, ok, il y a un truc qui va se passer. Alors, est-ce que vous pouvez être un peu plus précis, les potes? Parce que là, je ne sais pas. Je peux pas rester enfermée chez moi. Et qu'est-ce qui brouille là? Qu'est-ce qui brouille en fait le message, tu vois? Ouais, ça, c'est Et- vrai que c'est à la fois peut-être une espèce de d'hermétisme qu'on s'est créé au fil des couches de Ouais, mental et ouais. voilà, de tout ça. Et aussi peut-être que, je sais pas, la connexion entre les mondes sont pas forcément faciles aussi pour eux Ben non ouais, plus. c'est peut-être un peu des deux, hein, tu vois. Voilà, il faudrait peut-être mettre, installer la fibre à un moment donné, comme disait une de mes, Ouais, ah ouais. une de mes Ouais. amies là. Mais ouais. Et alors du coup, quel arcane as-tu choisi? Alors j'ai choisi celle du monde. Ouais, on commence par la fin du coup. Voilà. Ouais, bah écoute, hein, voilà. Alors pourquoi as-tu choisi celle-ci pour commencer à chanter dessus? Eh bien, juste parce que quelques jours auparavant, je l'avais tirée sur un, tu sais, quand tu tires à trois cartes, et c'était la place centrale pour moi, donc Mhm. je me suis dit, bah tiens, le monde, je trouve ça bien. Ouais, Voilà. ok. Donc là, moi, j'avais donné des petites instructions à Emma. Moi, c'était très libre, hein, mais Mm. voilà, un petit cadre quand même de se dire, ok, tu choisis l'arcane qui te plaît, enfin, qui t'appelle, et puis l'idée, c'était de poser ta voix dessus. Donc, Mm, tu vas le faire tout à l'heure, mm. en fin d'épisode. Ouais. On va l'enregistrer à part, mais on le mettra en fin d'épisode. Alors, moi, le monde, je vais quand même dire quelques mots dessus parce que c'est vrai que c'est une carte donc, qui boucle on va dire, cette espèce de cheminement du tarot, Mm. voilà, de ces 22 arcanes. Et c'est vraiment l'aboutissement, la réalisation. Voilà, ça peut être aussi un message de s'ouvrir au monde pour quelqu'un qui est peut-être trop tourné vers soi. Mais avant le monde, il y a tout ce parcours, comme on se le disait, d'introspection, de cheminement. On a quand même bien baroudé avant d'arriver au monde. Mm, mm. Ce qui m'inspire, c'est que le monde ne vient pas à la fin pour rien, en fait. C'est-à-dire que s'ouvrir au monde, on peut s'ouvrir au monde et se jeter dans le monde, comme, voilà, je disais, les gens qui partent faire des tours du monde. Et moi aussi, j'ai pu voyager et tout ça parce que c'était quelque chose qui m'animait vraiment beaucoup. Mais je pense que j'ai fait un peu le chemin arrière, alors, enfin inverse, même si aller dans le monde, ça peut permettre d'aller en soi, mais le aller en soi arrive avant pour moi. C'est vraiment le parcours initiatique intérieur, mais tu peux le faire rester chez toi et entre quatre murs et réussir à le faire. Et d'autres, comme tu dis, auront eu besoin de faire le tour du monde, d'aller vivre des expériences Mm, mm. dingues, Ouais, voilà, ouais. d'ouverture et tout ça. Ça peut aider, mais c'est quand même, ça part d'abord de soi. Et dans même tous mes accompagnements, c'est ce que je dis toujours, quand on fait bouger les lignes à l'intérieur, tout s'organise à Mm, mm. l'extérieur. Et en fait, aller dans le monde, ça arrive à la fin parce que c'est, ok, j'ai bien fait le tour de mon bocal intérieur, Ouais. avec tout ce que ça voilà, engendre d'expérience et tout ça. Et ensuite, je peux aller dans le monde. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre la fin de sa vie et d'avoir tout Ah vécu, bah, tout bien vu, sûr, oui, oui, mais tout c'est de ça, se c'est un dire, bris, c'est un briquet en fait, ouais, ouais. voilà. Et tu vois, l'arcane du monde, je trouve que avec voilà cette femme au milieu qui a son espèce de baguette de majorette là, Ouais, ouais. et puis les quatre figures autour, et ça fait quand même une espèce de cycle en fait, ça tourne en rond, Mm, je trouve. Donc il y a quand même cette notion de ok, on arrive au bout, mais on peut revenir aussi au début et ça mhm. s'imbrique dans notre vie et tout est interconnecté. Donc le monde pour moi c'est l'ouverture à soi, c'est l'ouverture à l'autre, c'est l'ouverture se jeter dans le monde aussi, mais c'est Mm, pas se jeter pour fuir ou dans une quête un peu désespérée, c'est vraiment j'y vais parce que je suis mm. prêt à y aller et parce que j'ai vu mon monde intérieur aussi. Je sais pas ce que toi, qu'est-ce que ça fait résonner en toi, Ah cet bah, arcane? oui, parce que on avance dans notre vie, on apprend sur soi. Et, on s'accomplit, on ne s'accomplit qu'à force
moi je trouve qu'il faut toujours prendre le temps, que quand on avance, c'est prendre le temps aussi de regarder ce que l'on fait et ce que l'on a fait. Il ne faut pas toujours être dans la construction ou dans j'avance. Et c'est très important de faire ces points sur soi, de savoir aussi dire ah j'ai fait ça, c'est bien. Même si c'est pas grand-chose. Il n'y a pas à comparer, il ne faut surtout pas se comparer. Il y a des gens, ils bâtissent des châteaux, il y en a, ils font leur petite bergerie et ils sont contents. Et c'est ça que c'est important aussi, c'est de se trouver. Où est ma place? C'est pas, j'aimerais beaucoup avoir ce château-là quand même. Mais pour avoir ce château-là, il faut obligatoirement avoir une démarche de vie qui va vers ça. Exactement. Et les gens qui ont des grandes maisons et qui ont des super... des richesses, etc. C'est pas que on n'y a pas droit, c'est que c'est pas ma place, c'est tout. Et savoir où est ta place à des moments, ça t'évite déjà aussi de te dire je veux ça, mais bon, oui, parce je que travaille, tu peux te perdre. je fais ça, et tu t'agites et tu veux conquérir des choses qui vont impliquer ta santé, ta santé mentale, physique, et des fois c'est bien de se dire mais en fait moi j'ai pas forcément envie de me marier, j'ai pas forcément envie de ci, j'ai pas envie. Il faut s'interroger pour pouvoir justement entrer dans le monde en étant soi, mais pas en étant une individualité d'un monde social qui nous pousse à ressembler à. Et ça, c'est pas évident parce qu'il faut aussi avoir la chance, entre guillemets, d'avoir eu ce terreau un peu propice à la recherche de soi dès le départ, ou en tout cas l'acceptation de soi. Comme toi, ta maman, voilà, tu dis, elle avait ses travers et tout ça, bien sûr, comme tout le monde, mais n'empêche que elle t'a encouragée dans cette voie-là, qui aurait pu être recalée dès le départ en disant non mais attends, saltimbanque c'est pas un métier, enfin tu vois, chanteuse c'est pas un métier. Et elle n'a pas eu peur de ça. Voilà, et ça c'est une chance, tu vois. Parce qu'elle visait l'épanouissement en fait. Pour moi, je dis écoute, si c'est ta voix, c'est bien. Et très tôt, enfin tu vois, très tôt, moi j'ai lu des bouquins de psycho, ma sœur elle était passionnée de ça. Donc, toi, les Freud, ça traînait. Moi, j'aimais bien un petit Freud aux toilettes. Et après, Lacan, enfin, tu vois, on a vu tout ça. On avait aussi, le monde bouddhiste. Moi, j'ai lu des choses, j'ai adoré ça aussi, cette philosophie, tu vois, et s'interroger sur les autres religions, s'interroger. Voilà, moi j'ai lu beaucoup de livres sur ça. J'ai parlé avec des gens j'ai toujours eu la chance d'avoir des gens beaucoup plus âgés autour de moi et qui avaient des expériences différentes, tu vois. Et ça m'a beaucoup enrichi aussi. Et du coup, l'ouverture au monde, c'est aussi ça, c'est via les autres. On n'a pas besoin de bouger, de faire 10 000 km pour s'ouvrir au monde. C'est aussi aller à la rencontre d'eux. Voilà, de rencontrer des cultures différentes, mais ça peut être ton voisin, voilà, plus âgé, qui a vécu, qui a une expérience de vie de dingue. Là, nous, on ouvre aussi, tu m'ouvres ton monde, moi, ça m'apporte beaucoup. Enfin, c'est aussi ça le monde pour moi, et c'est quand tu dis, voilà, c'est pas s'agiter dans tous les sens, mais c'est aussi parfois plus difficile. Des fois, c'est de se dire, ok, j'ai été un peu jetée violemment dans le monde, parce qu'il y a des personnes, c'est aussi comme ça, c'est dès le départ, allez, je te jette dans le monde, mais t'es pas prêt, en fait. Et il faut revenir en arrière. Donc c'est pour ça qu'il y a ce côté, je trouve, très, très cyclique. Puis il y a des gens qui souffrent de notre société telle qu'elle est bâtie. Bien sûr. Et moi, je l'ai très vite perçu dans mon adolescence. J'avais pas du tout envie de ça. C'est pour ça que ce métier de l'art, en fait, être dans l'art, dans la création, dans le chant, moi, c'était une manière de m'évader. Je n'ai pas envie de cette société-là. Donc, les valeurs de la société brute m'intéressent pas tellement. Et je compose avec. Je compose encore mieux avec l'âge parce que j'ai appris à ne pas avoir l'impression que c'est une sorte de poids. Mais je dis, je peux jouer avec. Tu vois, au lieu d'avoir un poids, j'ai une balle, en fait, tu vois. Voilà. Ouais. Et de temps en temps, la balle, je la jette parce que j'en veux plus, tu vois. Mais ça, c'est via la possibilité d'avoir quand même pu m'exprimer socialement, dans le sens que j'ai trouvé ma voix. Ta voix VOIE et VOI. Voilà. Et donc, tu vois, et ça, c'est
c'est primordial aussi pour pouvoir prendre confiance et après se dire, bah oui, ça je peux le prendre, là je peux prendre des risques. Tu vois, l'emprunt, moi, pour moi, c'était un truc délirant. Ouais. Et aujourd'hui, je peux me dire, bon, maintenant, je peux le faire. Ouais. Ok. Et puis, bon, bah, être devenue maman aussi, je dis, bon, bah, voilà, moi, j'ai envie quand même qu'elle ait à peu près ce qu'il faut, quoi, tu vois. Ouais. Et cette ouverture, le questionnement, je pense que Camille, elle a pu s'interroger, justement, et se poser pas mal de questions. Puis, j'ai été vraiment l'embêter aussi, dans le bon sens du terme, justement, à discuter, à l'ouvrir avec plein d'expériences différentes. Ce qui fait que, bah voilà, elle a trouvé, elle sait ce qu'elle a envie de faire. Ouais. Mais ça se trouve, elle changera. Et ça, Oui. que je lui dis, hein, c'est pas grave. Mais au moins, tu lui as laissé cette latitude-là et tu l'as pas, en tout cas à ce niveau-là, crispé et projeté tes peurs Voilà. et en la bloquant au final. Donc, ça, c'est hyper précieux. Et alors, Emma, en plus, tu nous gâtes puisque tu as écrit un poème aussi Sur le cet arcane. alors, sans prétention. Hein, Est-ce que tu veux bien nous le lire? D'accord, je vais. On est gâtés aujourd'hui. Hein. Donc, ça commence comme ça, avec Ouvre-toi au monde, cherche le souffle de vie. Autour, tout autour, la vie. Ouvre-toi au monde, vois et bois l'eau qui t'entoure. Ouvre-toi au monde, réchauffe-toi aux rayons du soleil. À la nuit, prépare le feu qui rassure. Ouvre-toi au monde, récolte, cultive, mange à ta faim. Ouvre-toi au monde, sois chercheur et tu trouveras. Cherche-toi comme tu cherches à manger. Cherche-toi comme tu cherches à boire. Ouvre-toi au monde, ne te lasse pas, sois en marche. Ouvre-toi au monde, il t'attend, il est là, il t'entoure. Ouvre-toi au monde, c'est à toi, c'est pour toi, reçois-le, c'est un cadeau. Ouvre-toi au monde, tu es en chemin, sans cesse, comme la nuit et le jour, comme la lune et le soleil. Tu t'accompliras et tu continueras. Observe, profite et continue. C'est beau. Merci Emma. C'est beau et ça reboucle avec notre échange. Ouais, exactement. Mais non, mais voilà une petite leçon de philo en même temps. Alors Emma, on va peut-être aller, on s'était dit qu'on allait dehors. Oui, d'accord. Pour enregistrer justement le morceau. Alors Emma me l'a fait écouter en avant-première, hein, mais on va le refaire dehors. Et c'est absolument magnifique. Donc je vais laisser Emma prendre le relais avec son chant de l'arcane du monde.
Ah, merci Emma, j'ai eu les poils, j'ai fermé les yeux, on est dehors sur la terrasse au soleil, on est trop bien. Merci, merci, c'est trop beau, c'est tellement beau. Alors, moi j'ai envie d'avoir tous les autres arcanes maintenant. Ah oui. La question c'est par exemple toi sur l'arcane de la mort. C'est pas évident hein, de se dire. Ouais. Et elle est pas négative hein, cette Elle est pas carte-là. négative. Moi elle me dérange pas l'arcane de la mort parce que déjà moi je fais jamais mes tirages pour savoir si quelqu'un va mourir, donc Non. je la prends jamais au sens de mort, Non, mort non. physique. C'est pas ce qu'on cherche, mais Par contre, si elle est mal inspectée tout autour, tu veux ouais, dire que là, oui, ça peut c'est être pas bon signe, quoi. ça peut être un peu merdique, mais moi je la vois vraiment comme l'arcane de la transformation. Mhm. Après, effectivement, tu pourrais la chanter comme une marche funèbre tout autant que comme un truc hyper transformateur. Ouais. Mais ça pourrait être intéressant. Donc là, alors c'était expérimental là, avec Emma. On s'est dit que voilà, peut-être qu'on en ferait d'autres. On ne sait pas sous quel format, comment, quand, quoi. Enfin bref, mais en tout cas, là, moi, ça m'a bien inspirée. Je sais que je vais réécouter son petit morceau là parce que je trouve ça magnifique. Et toi, qu'est-ce que tu as ressenti en chantant alors ? Moi, ce que je ressens, c'est cette ouverture, la caresse, Ouais. la douceur. Et tu vois, dans mon poème, je parle de le monde, il est là. Tu regardes l'horizon, c'est comme une sorte d'arc. Cette arche là qui vient et qui est là comme des bras qui s'ouvrent et qui te dit viens. Tu vois, et confiance et c'est pour ça que je voulais être dehors aussi avec le vent parce que le vent c'est comme une caresse quand il est pas fort, tu vois. Et il est le bienvenu, tu vois, quand t'as bien chaud. Et c'est comme ça, le vent il vient t'insuffler comme une sorte de petit regarde, je suis là, tu vois. Oui, parce que le monde il peut faire peur aussi avec tout ce qui se passe. Voilà, on est de plus en plus exposé aussi à beaucoup d'horreur et d'informations anxiogènes et tout ça, aussi par les médias, les réseaux et tout, qu'on n'avait peut-être pas avant. Peut-être qu'avant, on était un peu plus, entre guillemets, protégés, ou en tout cas, on ne savait pas, on n'avait pas accès à cette information-là, donc il y avait moins de charge mentale aussi, du fait simplement des informations qui sont véhiculées et on entend toutes sortes d'horreurs et ça c'est la nature humaine fait qu'elle aime bien insister sur ce qui va pas plutôt que ce qui va bien. Ça, mais et alors Tastivat, tu me dis c'est le sanskrit. C'est le sanskrit pour dire le monde. Le monde. Tastivat. Okay. Tastivat. Voilà. Ok. Super. Écoute, merci beaucoup Emma. On arrive à la fin de cet épisode. C'était super, enfin moi j'ai adoré. Écoute, je suis ravie que ce soit agréable. Un super moment pour toi aussi. Est-ce que tu as un mot de la fin ? Tastivat. Un mot sanskrit de la fin. Tout continue, voyons. Exactement. Ça sera mon mot de la fin. Tout continue. Et c'est très beau. Et bonne continuation du coup à tous. Oui. À toi aussi Emma, évidemment. On se retrouve pour le prochain épisode. Je ne sais pas encore de quoi je vais parler. Mais on vous souhaite une belle découverte de votre monde intérieur et une belle ouverture au monde extérieur, de bien faire tout ce cheminement-là, de vous trouver, et parce qu'il y a beaucoup de pépites qu'on cherche souvent à l'extérieur et qui sont là tout près de nous. Tout près, oui. Et la nature, elle est toujours très proche. Hein. Exactement. Elle est toujours là. Tout à fait. Aller caresser un arbre, regarder les horizons, juste regarder l'herbe
bien verte là, de notre Normandie. Alors pour ceux qui sont enfermés dans un immeuble, bon ben peut-être votre plan de Regardez basilic. Et ouais, bah après, il faut savoir sortir des fois de son C'est immeuble. ça. Hein. Tout à C'est fait. important. Hein. Mais tu vois, là, rien que les. Alors après, voilà, des parcs, j'ai la hein, dans les chance villes, d'avoir hein. un environnement de vie top et qui me reconnecte beaucoup à la nature, mais rien que le parterre de fleurs, on a vu plein de papillons. Ouais, oui. Enfin, c'est garder cet émerveillement aussi pour des choses simples et que c'est pas nécessairement, ça passe pas nécessairement par un hôtel 5 étoiles à l'autre bout du monde à Bora Bora, mais et oui, c'est très beau aussi, mais ça veut pas dire que c'est à rejeter, mais c'est juste que des fois c'est tout près et qu'on n'a pas besoin de chercher très loin. Voilà, on va se laisser avec ça. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.